Bonjour tout le monde, je m'appelle Thibaut Andrieux, je suis ingénieur logiciel chez SLB, donc anciennement Schlumberger. J'ai eu pas mal de casquettes pour l'instant dans ma carrière. J'ai été développeur, team leader, scrum master, architecte, product owner. Voilà, j'ai balayé un peu tout le spectre du développement logiciel, on va dire. Mais aujourd'hui, je vais mettre ma casquette d'architecte pour parler un peu architecture d'origine logicielle et parler architecture évolutive, architecture émergente, architecture continue, ce genre de choses. Donc je ne sais pas pour vous, déjà, est-ce qu'il y a des architectes ou des techos dans la salle? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Donc moi, pendant longtemps, j'ai considéré que l'architecture, c'était quelque chose qu'il fallait définir en amont, où il fallait vraiment définir les fondations de logiciels, pour récupérer tous les use cases qu'on allait avoir, anticiper les besoins qu'on allait avoir dans le futur, pour vraiment tout planifier dès le début, faire des fondations solides, pour pouvoir bâtir ensuite par-dessus. Et que si on ratait cette phase de design, en fait, on allait vite se prendre le mur, on allait vite être bloqué. Donc c'est une manière de penser qui est bonne, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, de réfléchir un peu à ce qu'on va faire avant de se lancer. Et même si vous êtes un peu débutant ou si vous n'avez pas trop d'expérience en architecture, il faut mieux commencer à faire ces logiciels de cette manière, avant de s'attaquer aux architectures évolutives. Mais par contre, c'est une manière de penser, il y a d'autres solutions. Et il y a une personne en particulier qui m'a fait changer un peu ma manière de voir l'architecture. C'est ce monsieur, là, ce barbu, qu'on peut voir en filigrane sur la slide. Donc ce vieux monsieur, c'est pas le Père Noël, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit de Charles Darwin, l'auteur notamment de L'origine des espèces. J'espère que vous avez entendu parler de ce livre, qui traite donc de l'évolution naturelle, de la sélection naturelle, et du fait que tous les organismes vivants aujourd'hui sont issus d'une évolution d'organismes plus simples. Donc l'évolution naturelle, tout le monde connaît. La girafe, par exemple, au début, c'était un genre de cheval, et puis son cou s'est agrandi pour qu'elle puisse aller manger les feuilles en haut des arbres. Donc voilà, elle s'est adaptée à son environnement. Mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre sur des caractères simples, la longueur du cou, la longueur des pattes, la forme du bec, la morphologie. Moi, ça m'a toujours laissé un peu sceptique sur l'apparition d'organes complexes. Et vu que moi, mon truc, c'est la visualisation 3D, je me suis toujours demandé comment l'œil a pu apparaître uniquement par petites étapes successives comme ça. C'est quand même quelque chose de très complexe, où on peut difficilement imaginer, c'est pas juste une boule qui a grossi, quoi. Il y a quand même plein de mécanismes mis en place. Donc je me suis un peu renseigné, et on va faire un petit peu de science nat pendant 5-10 minutes, ça vous reposera un peu de l'agilité. Mais vous en faites pas, on retourne au logiciel juste après. Et donc je vais vous expliquer un peu comment l'œil est apparu sur Terre. Donc au début, il y a très très longtemps, on était des petits organismes à nager tranquillement dans les océans primitifs de cette planète. Et il se trouve qu'on avait un gros ennemi à cette époque, c'était le Soleil. Car à cette époque, l'atmosphère n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y avait pas de couche d'ozone, et donc le Soleil, quand il tapait fort. Et donc c'est pour ça que ces organismes, s'ils étaient trop proches de la surface en pleine journée, ils se faisaient cramer, tout simplement. Donc pour éviter ça, il y en a qui se sont mis à développer des petites protéines photosensibles pour détecter la lumière. Donc ils ont eu des petites taches comme ça un peu partout sur leur corps. Et en pleine journée, quand il y avait trop de luminosité, c'était sauf qui peut. Mais sauf qui peut dans quel sens, ils ne savaient pas trop. Et puis il y en a qui se sont mis à regrouper ces protéines un peu sur l'avant, ce qu'on pourrait définir l'avant de leur corps, pour former une petite tache sur l'avant, pour avoir une notion d'avant et d'arrière, justement, pour fuir dans la direction opposée. Et donc ça, c'était vraiment le début de l'œil, le premier œil primitif du règne animal. Et à partir de cet œil primitif, on a deux chercheurs, Nelson et Pelger, qui ont développé un modèle évolutif pour expliquer l'évolution de l'œil jusqu'à l'œil moderne. Donc ce modèle, c'est celui-ci. Donc je ne suis pas naturaliste, il y a sûrement des très grosses approximations dans ce que je raconte. Mais grossièrement, au début, là, on avait une petite tache. Cette tache a commencé à se creuser pour identifier un peu plus précisément la direction d'où venait la lumière. Elle s'est refermée pour former un petit sac. Ensuite, elle a été fermée par une membrane transparente qui est devenue le cristallin. Et petit à petit, c'est devenu un œil moderne, comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nilsson et Pelger, dans leur modèle, ils sont partis de mutations élémentaires, donc de mutations du code génétique, de l'ordre de 0,005% par génération. Et à partir de là, ils ont montré qu'on pouvait avoir apparition d'un œil complexe, d'un œil moderne,
en environ 400 000 générations. Donc là, si on fait le parallèle avec notre métier, une mutation élémentaire du code génétique, ça peut être un peu comme un commit de notre code source. Et donc 400 000 générations, si on prend par exemple le noyau Linux aujourd'hui, c'est 800 000 commits. Donc on est dans des ordres de grandeur un peu similaires. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce que dans le cadre d'un code source, d'un code informatique, on aurait besoin de tout planifier, vraiment de créer un design en amont. Et dans le cadre d'un code génétique, on a des systèmes extrêmement complexes et extrêmement perfectionnés qui peuvent évoluer comme ça, juste par étapes successives, en naviguant à vue, j'ai envie de dire. Parce que je vous rappelle que le besoin initial, c'était un protozoaire qui fuyait les UV. Et quand il y avait ce besoin-là, la nature, elle ne s'est pas dit « faut que je fasse un plan de bataille, il faut que je mette en place un design pour, dans 500 millions d'années, avoir un œil qui puisse voir la couleur, qui ait une vision stéréoscopique, qui puisse s'adapter au niveau de luminosité, et surtout qui puisse fonctionner dans un milieu aérien. » Parce que toute cette évolution... C'est bon, j'ai du câble ? Oui. Toute cette évolution, jusqu'à peu près au milieu, elle s'est passée dans les océans. C'est-à-dire pendant des centaines de millions d'années, on a fait évoluer quelque chose dans un milieu aquatique, et quasiment du jour au lendemain, les animaux ils se sont mis à sortir, il a fallu que ça marche dans l'air. Et donc là, la nature s'est pas retrouvée bloquée. Elle a trouvé des solutions. Donc on peut se demander, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire évoluer notre système ? On a besoin déjà de prédateurs. Ça, les prédateurs, donc prédateurs au sens large, au début c'était le soleil, d'une manière générale des contraintes environnementales. Mais les prédateurs, c'est déjà ce qui nous force à faire avancer. Si on n'avait pas eu le soleil pour nous éliminer à cette époque, on serait resté tranquillement à patauger dans les océans. Donc ils nous forcent à avancer. Ils nous empêchent de reculer aussi, ils empêchent les régressions. Parce qu'une fois qu'on a évolué, si jamais on se met à se régresser, le prédateur, il est toujours là pour nous bouffer. Donc ça nous force à avancer. Ça peut aussi nous empêcher de prendre des directions qui ne sont pas viables. Il y a des espèces qui ont tenté des trucs, ça n'a pas marché. Il y a des espèces qui ont tenté d'autres trucs qui ont marché. Si on reprend l'œil, par exemple l'œil des insectes, pareil, c'est très compliqué, un œil d'insecte, mais ça ne ressemble pas du tout à l'œil du mammifère, et pourtant c'est issu de la même base. Donc ils ont trouvé d'autres solutions en fuyant les prédateurs. Et donc si on vient un peu au logiciel, qu'est-ce qui pourrait faire office de ce prédateur ? Qu'est-ce qui est là en fait pour nous dire « non, là ta modification elle passe pas ». Non, ce truc-là il rentre pas. Non, je t'interdis d'aller par là. Est-ce que ce ne serait pas les tests ? Parce que les tests en fait, donc je parle de tests automatiques, de notre pipeline d'intégration. Donc nos tests, c'est eux qui vont nous dire est-ce que notre modification elle est viable ou pas ? Est-ce que notre modification, elle pète quelque chose ? Est-ce qu'on accepte cette modification comme évolution ? Donc on va parler un petit peu des tests. Et pour commencer à parler des tests, je voudrais commencer par casser quelques idées reçues, qui risquent d'en défriser plus d'un. Mais première chose à se rendre compte, c'est qu'un test ne garantit pas qu'un logiciel fonctionne. Un test, il garantit que le logiciel fonctionne comme avant. Et donc ça, en fait, il y a une très grosse subtilité à comprendre. Mais une fois qu'on considère le test de cette manière-là, ça nous ouvre tout un éventail de possibilités dans la manière d'écrire les tests. Par exemple, si on fait du TDD ou test first, ou toutes les approches qui consistent à écrire les tests au début, ça va quand on sait ce qu'on est censé avoir à la fin, quand on sait quel comportement on souhaite. Sauf que quand on ne sait pas ce qu'on est censé avoir, on est un peu bloqué, on ne peut pas écrire le test. Et donc ça, ouais, mais tu sais forcément ce que tu veux avoir. Pas forcément. Je vais vous donner un petit exemple. C'était il y a quelques années, c'était pendant la période Covid d'ailleurs. Je travaillais dans un gros groupe de recherche scientifique sur les microscopes électroniques. Donc c'était un gros projet de workflow d'images microscopiques d'environ 200 ou 300 développeurs. D'ailleurs, c'est les microscopes qui ont permis de faire les premières images du Covid. C'est un peu la fierté quand même. Et donc, mon équipe, elle s'occupait d'une partie de ce workflow de recalage d'images. Parce qu'en fait, un microscope électronique, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une image de microscope électronique, c'est une bouillie de pixels, on ne voit pas grand-chose. Donc, pour améliorer la qualité de ces images, le microscope, il va prendre plusieurs images, et ensuite, il va les aplatir pour créer une image de meilleure qualité.
Le problème, c'est que ces images, elles sont toutes un petit peu décalées les unes par rapport aux autres. Donc il faut déjà commencer par les recaler. Donc c'était le but de ce projet-là, du module que développait mon équipe. Donc là, on a un microscopiste qui est venu nous voir pour nous expliquer le problème. Il nous a filé une pile d'images, il nous a filé un dataset. Donc déjà, c'est bien, on a un vrai cas qui sortait d'un vrai microscope. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc on s'est dit, bah c'est cool, on a un cas test en entrée, en sortie, il faut qu'on calcule en gros les shifts x, y de chaque image. Ah ben on va faire du TDD, on va écrire un test qui prend ce dataset, qui compare ça à ce qu'on est censé avoir, et puis ensuite on va pouvoir implémenter l'algo. Donc on est allé voir notre microscopiste et on lui a demandé, sur le dataset qu'il nous a donné, c'est quoi les décalages qu'il s'attend à avoir. Donc là il y a un blanc. Il nous a dit, j'en sais rien, moi c'est justement ce que je vous demande. Ah bon, déjà on est passé pour des bozos. Mais, ce qui est quand même sympa, notre microscopiste, il a continué, il m'a dit, si vous me filez des décalages, moi je pourrais réaligner mes images, je pourrais faire une reconstruction et vous dire si les décalages ils sont bons ou pas. Donc voilà par exemple un cas où on ne savait pas exactement ce qu'on était censé avoir en sortie. Donc bah, notre TDD, on s'est un peu assis dessus, on a commencé à implémenter les algos, on a essayé d'écrire des tests unitaires sur les parties un peu dont on était sûr. On a commencé à avoir des résultats, on lui a envoyé. Donc là, il les a mis dans sa moulinette, il a fait une reconstruction. Et il nous a dit, ouais, c'est cool, vos décalages, ils sont pas mal, j'arrive à avoir une reconstruction qui est pas mal. Moi, ça me va comme résultat, je peux bosser avec ça. Donc là, on savait que notre logiciel était dans un état stable. On savait que le client était content de notre logiciel. Donc on a écrit des tests. On a figé le comportement. Donc on a écrit des tests end-to-end, notre fameux test qui prend en entrée une image. On a regardé ce que crachait l'algo. On a dit, bon, bah ça, ok, c'est la référence. Maintenant, on veut que les décalages soient toujours égaux à ça. Et on a écrit aussi des tests unitaires sur chaque petite partie. On ne savait pas trop si le calcul était bon, mais on savait que dans sa globalité, le client était content. Donc on fige le résultat. Ensuite, deuxième étape, on s'est attaqué au problème des performances. Donc parce que l'algo il marchait bien, mais ça prenait un peu de temps à calculer, donc on s'est mis à optimiser. On a descendu le calcul sur GPU, on a fait du CUDA, on a mis des parties en C++, du multithread, etc., etc. Et là, de temps en temps, il y avait des tests qui se mettaient à péter. Donc là, dans ce cas-là, on s'est dit, c'est pas normal. On s'attaque aux performances, on veut le même résultat, le résultat n'est pas censé changer. Donc là, on regardait, ah oui, en effet, on a cassé ce truc-là, on répare. On a amélioré les perfs, on a envoyé ça au microscopiste. Il était super content parce qu'il n'y a rien qui avait changé par rapport à avant, c'était le même résultat, et c'était plus rapide. Donc tout bénef. Ensuite, mon équipe, pendant ce temps-là, on a regardé un peu des papiers de recherche, on a trouvé des nouveaux algos, et des algos qui étaient censés donner des résultats plus précis. Donc on a implémenté ces algos. Bah là, forcément, les tests se sont mis à péter parce que les résultats avaient changé. Ils étaient censés être plus précis. Donc bah, on a fait une preview de cette version avec les tests en rouge qu'on a envoyé au microscopiste pour nous dire si les résultats étaient meilleurs ou pas. Donc là, il reconstruit, il dit « Ouais, c'est génial, l'image que je reconstruis, elle est encore meilleure qu'avant. Ces résultats, ils sont meilleurs. » Donc là, hop, on a mis à jour les tests, donc le expect equal à la fin, la valeur attendue. On a refigé le comportement. Parce qu'on sait que ce nouveau comportement-là, il nous a fait avancer et qu'on ne veut pas reculer. Donc, on met à jour les tests pour refiger le comportement. Y compris les petits tests unitaires indépendants. Et donc ça nous permet d'arriver à un autre corollaire, à une autre propriété des tests, qui est assez amusante. C'est qu'au final, on peut dire d'une certaine manière que tout logiciel fonctionnel contient un nombre pair de bugs internes, sous-entendu des bugs internes. Sachant que 0 est pair, donc un logiciel qui n'a aucun bug respecte aussi cette règle-là. Pourquoi? Parce que je pense que ça vous a sûrement déjà arrivé de fixer, vous trouvez un bug dans le code, vous le fixez, boum, ça se met à péter chez le client, et en plus c'est un test unitaire qui se met à péter. Pourquoi? Parce que ce test, on n'avait pas fait gaffe, en fait, il validait le comportement buggé, et ce bug, en fait, il a été corrigé par l'appel d'après, ce qui faisait que ça retombait sur ses pattes et que ça marchait en bout de chaîne. Donc si on fixe un bug, il faut fixer le deuxième pour garder la parité. Donc ça, pareil, je vais vous raconter une autre petite histoire. Il y a une époque, je travaillais sur un moteur 3D, sur le noyau d'un moteur 3D industriel.
Et un jour, on a un client qui nous a remonté un bug. Il se trouve que ce client, c'est mon employeur actuel d'ailleurs, sur une fonction qui rentrait dans le calcul de la caméra, donc un truc assez central quand même. Il se trouve que cette fonction, elle calculait une matrice, et cette matrice n'était pas bonne. En fait, la fonction retournait la transposée de la matrice. C'est-à-dire les lignes étaient sur les colonnes, elles étaient en symétrique. Ça, mathématiquement, ça a d'énormes implications derrière. Donc on s'est dit, là quand même, c'est une fonction de la caméra, on y passe 30 fois par seconde dans tous les cas de figure. On a dû péter ça récemment, on s'en serait rendu compte. Donc on a testé sur la version d'avant. Merde, le bug il était déjà là. On a fait un git blame, on a regardé l'historique. Merde, le code il n'a pas bougé. On a allé déterrer SVN, c'était un vieux logiciel. Le code il n'a pas bougé. On a allé déterrer les vieilles sources, vous savez, les sources v1.tgz, sources v2.tgz, des premières versions du logiciel. Et il se trouve que ce bug, il était là depuis 1994. Ce bug, ça fait 30 ans qu'il est là. Ça fait 30 ans que tous les développeurs, quand ils appellent cette méthode, bon, c'est pas la bonne matrice, ils essayent, ils inversent, ils transposent, oh, c'est bon, ça tombe en marche, allez, je continue. Ouais, le développement 3D, des fois, ça se fait un peu au shotgun. Hein. On se pose pas trop de questions. On inverse, on multiplie à gauche, à droite, au bout d'un moment, ça marche, allez, c'est bon, on passe à la suite. Et il se trouve que pendant 30 ans, il s'en est passé des choses sur Soft. En particulier, ce Soft, aujourd'hui, il fait 1,5 million de lignes de code. Ce Soft, il est utilisé en interne par un autre Soft qui, lui, faisait 2 millions. Et en plus, ce Soft, c'est pas une application en user, c'est un SDK, c'est un framework, qui est utilisé par d'autres clients, eux, qui font des gros chèques, qui ont des gros logiciels. Typiquement, notre client principal, à l'époque, son logiciel phare, c'était 15 millions de lignes. Et des gros poissons comme ça, on en avait 3 ou 4. Donc on savait que ce bug, qui était un bug mathématiquement, la matrice était fausse. Si on le fixait, ça allait avoir un impact colossal. Et si on le fixait, on allait rendre énormément de personnes très mécontentes. Pourquoi? Parce que tous les mecs qui utilisent le soft, eux, ils n'ont rien demandé à personne. Eux, ça marche chez eux. Ils n'ont pas envie que ça bouge. Ils s'en foutent qu'il y ait un bug en interne. Chez eux, ça marche, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit un test unitaire, parce que cette fonction n'était pas testée. En 1994, les tests unitaires, ça n'existait pas. Donc un test unitaire pour s'assurer qu'on n'ait jamais un petit malin qui aille s'amuser à fixer ce truc et que ça pète de partout. On a mis à jour, on a mis un gros warning dans la doc, et on a vécu comme ça, on a continué comme ça. Alors ce qu'on aurait pu faire, c'est passer par un système de déprécation, c'est-à-dire déprécier cette méthode, proposer une autre méthode qui, elle, n'était pas buggée, pour laisser le temps aux utilisateurs de faire la bascule. Sauf qu'on avait un système de déprécation, un process qui était extrêmement lourd, qui prenait plusieurs années. Donc on s'est dit, c'est bon, les mecs, ils ont mis 30 ans à s'en rendre compte, la matrice, ils ont qu'à la transposer, niveau perf, ça coûte rien. Allez, tant pis, on reste comme ça. Et donc pour vous montrer que, en fait, dans ce cas-là, les tests, ils servent surtout à s'assurer que le comportement ne change pas. Encore une fois, à figer le comportement. Et donc, quitte à parler des tests, je vais vous filer une petite astuce qui est assez simple à mettre en place. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un workshop avec Sandro Mancuso. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur du livre The Software Craftsman, qui est un excellent bouquin d'ailleurs, un très bon livre qui traite de développement, de craftsman, mais aussi de développement personnel, de gestion de carrière, de recrutement. S'il y a des recruteurs parmi vous, je vous conseille de le lire. Il y a un chapitre entier dédié au recrutement des profils IT, avec des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire quand on poste des job offers. Mais donc ce qui nous a filé comme tuyau, c'est une convention de nommage des tests, qui est celle-là. Donc, par exemple, on veut tester une classe qui s'appelle Bucket Entity. On veut dire, voilà, c'est la classe qui gère le panier dans une application quelconque. Donc cette classe-là, quand on veut écrire un test, souvent on n'est pas inspiré, on l'appelle test bucket entity. Puis dans les méthodes, on va mettre test bucket, test add item 1, 2, 3, 4, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Donc le tuyau, c'est commencer par appeler cette classe bucket entity should. Et déjà, rien que le fait d'appeler cette classe-là, on n'est plus dans une démarche de bon allez, ça y est, j'ai écrit ma classe, maintenant il faut que j'écrive des tests. On est déjà dans une démarche de se poser la question,
Qu'est-ce qu'est censé faire cette classe? Quel service elle est censée rendre? Et ensuite, les tests, on va les appeler, donc on va écrire un peu le scénario de test dans le nom du test. Donc le cas nominal, cette classe-là, bon, on doit pouvoir ajouter un item, on doit pouvoir supprimer un item. On peut tester bien sûr des cas aux limites. On doit pouvoir ajouter le même item 2 fois. Tester les cas d'erreur aussi, c'est bien de tester nominal, cas limite, cas d'erreur quand on fait des tests suite. Donc là, on va faire notre test throw if item remove from empty bucket. Donc on voit qu'en fait, on peut écrire des phrases dans les tests. Et en fait, ces phrases-là, c'est nos scénarios de test. Ça décrit l'intention du test. C'est-à-dire, au lieu d'avoir test 1, test 2, test 3, avec au mieux un petit laïus au début du test que personne ne lit et qui n'est jamais à jour et qui essaye d'expliquer un peu ce qu'on teste, bah là, le scénario de test est directement dans le nom du test. Et cette convention de nommage aussi, elle a un autre intérêt qui est très pragmatique en fait, c'est quand vous allez dérouler vos pipelines d'intégration, s'il y a un test qui se met à péter, souvent les frameworks de test, ils mettent comme erreur test suite .testName has failed, ou un truc à peu près du genre. Bah là, vous allez avoir un message d'erreur du type bucket entity should add some item twice has failed. Donc juste en lisant votre rapport de test, en fait, vous allez avoir une idée du scénario qui a changé. Et peut-être que dans votre petite tête, ça va faire « Ah oui, merde, j'ai oublié tel cas de figure ». Donc voilà, cette convention de nommage, c'est vraiment très simple à mettre en place. Il suffit juste de s'y mettre. Et ça apporte énormément de valeur ajoutée à vos tests. Et donc ensuite, troisième chose, quand on parle de test, on parle souvent de TDD, le test il est rouge ou il est vert, donc on se focalise quasiment uniquement sur le résultat du test. Mais en fait, la valeur d'un test, elle ne se trouve pas que dans son résultat, elle se trouve aussi dans son écriture. Et j'ai même envie de dire, pour un architecte, la valeur du test se trouve surtout dans son écriture. Parce que le simple fait d'écrire un test, déjà, ça fait que votre architecture, elle sera testable. Et ça, la testabilité d'une architecture, c'est une condition nécessaire à une bonne architecture. Si vous faites un design, mais que votre design n'est pas testable, bah déjà, c'est un mauvais design, point barre. Si vous faites un design et que votre design est testable, c'est pas forcément un bon design. Mais il n'est pas mauvais, on ne sait pas. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il y a les designs, ce que j'appelle les designs à la Facebook, où tout est public, tout le monde raconte sa vie, tout est exposé. Ah bah c'est facile à tester, hein. Tout est interne, même les variables private, même le cœur de la classe, il est exposé. Donc c'est facile à tester, mais ce n'est pas des bons designs, ça fait du couplage dans tous les sens. Et donc écrire un test, ça vous force à ce que votre design soit testable. Donc c'est pour ça que c'est encore mieux d'écrire le test a priori, avant que votre design soit trop compliqué à refactorer. Et surtout, ça vous permet de vous poser la question, comment je vais appeler mon API? Comment je vais consommer mon service? Parce qu'un design, au final, c'est quoi? Bah, c'est des modules avec des API qui s'appellent les uns les autres. Donc plus votre API va être facile à utiliser, plus votre design va être simple. Et le fait d'écrire le test, de se poser la question comment j'ai envie, moi, en tant qu'utilisateur, donc utilisateur au sens large, les développeurs de l'équipe sont des utilisateurs de votre propre code. Donc comment moi, en tant que consommateur de cette nouvelle fonctionnalité, de ce nouveau service, de cette nouvelle méthode, j'ai envie de l'appeler. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez écrire votre test, et vu que vous l'écrivez avant, vous n'êtes pas encore biaisé par le design que vous avez mis en place. Parce que si vous commencez à réfléchir à votre design, vous mettez une usine à gaz en place, et ensuite vous mettez à écrire le test pour respecter le design que vous avez fait. Donc essayez de changer un peu de comportement. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin du expect equal à la fin. Si je reviens tout à l'heure à mon exemple de microscope électronique, on a écrit les squelettes de test, mais on ne savait pas quoi mettre dans l'expect equal. Mais juste le fait de se poser la question comment je vais appeler mon API, ça nous a permis de faire un design découplé. Donc la prochaine fois que vous ferez du TDD ou des choses dans ce goût-là, essayez d'écrire le test, mais de ne pas faire le expect equal, et de voir déjà rien que la valeur que ça apporte à votre code. Et justement, je parle de TDD depuis plusieurs fois maintenant, pour Test Driven Development. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est parler de TDD pour Test Driven Design. Donc là, l'idée est un peu la même que le Test Driven Development.
Sauf que le principe, c'est on cherche une manière simple de consommer notre API, on refactore ou on implémente notre architecture pour que cette API puisse être appelée de cette manière, on fait passer le test, et on ne s'arrête pas là, on essaye d'itérer un peu, on essaye de simplifier encore notre test. Ce qui arrive souvent, c'est quand on écrit un test, on a des lignes d'initialisation au début, qui sont là plus pour faire tomber le truc en marche que vraiment pour appeler l'API. Et donc ces tests-là, quand on vient dessus, bah, on les voit, ces lignes, qu'en fait, elles n'ont rien à faire là, qu'elles sont un peu parasites. Donc on essaie de les supprimer, et ensuite on se débrouille pour refactorer de manière à ce que notre test marche. Parce que s'il y a des lignes comme ça veut dire qu'il y a des couplages. Et donc si on supprime les lignes et qu'on se force à faire marcher notre test, bah, on va se forcer à découpler des modules. On va se forcer à couper des spaghettis. Et ensuite, ces tests, lorsqu'on les a écrits, de manière vraiment simple, ils vont servir aussi plus tard quand on devra refactorer le code. Parce que si vous changez la signature d'une fonction, si vous renommez un endpoint, si vous rajoutez une dépendance, bah le test il va se mettre à péter. Il va se mettre à péter pour la bonne et simple raison qu'il ne compilera pas, tout simplement. Il va être là pour vous rappeler, attention, là la signature a changé, est-ce que tu es sûr de toi? Donc soit, ouais c'est bon, c'est une méthode interne, je m'en fous, je mets à jour le test. Soit, ah oui, mince, ça c'est de l'API publique qui est exposée, j'ai pas le droit de changer la signature. Si vous rajoutez une dépendance à un autre module, le test il va être là pour vous dire attends, moi jusqu'à maintenant, j'avais pas besoin d'initialiser ce truc-là, pourquoi est-ce que maintenant j'aurais besoin de le faire? Donc là, vous allez vous dire ah oui, mince, j'ai tiré un spaghetti, ce truc-là il était découplé jusqu'à maintenant, il faut que j'essaie de trouver un moyen de garder ce module isolé pour qu'il puisse fonctionner tout seul. Donc tous ces tests-là vont vous servir aussi, donc ils servent au moment de concevoir le design, et ils vont vous servir après, tout au long de la durée de vie du logiciel, pour orienter votre factoring, pour vous empêcher de régresser aussi, de régresser d'un point de vue architectural. Vous avez mis un prédateur, en fait, qui est là pour vous bouffer si jamais vous revenez en arrière sur votre design. Donc maintenant, on va parler un petit peu de refactoring, donc on a vu que les tests peuvent servir le refactoring aussi. Et pour parler refactoring, je vais déjà parler de ce truc-là. Le Chamallow Challenge. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici le Chamallow Challenge? Quelques-uns quand même. Donc ce truc-là, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un exercice qui se fait par équipe de 2, 3, 4 personnes. Et le principe, c'est on a 10 spaghettis, 30 cm de scotch, 30 cm de ficelle, un chamallow. Il faut faire la tour la plus haute possible avec le chamallow en haut de la tour. Donc c'est minuté, bien sûr, on a genre 5 minutes pour le faire. Et donc c'est un exercice qui se fait un peu dans plein de boîtes, c'est pas seulement dédié à l'ingénierie logicielle, ça se fait même dans les écoles, ces trucs-là. Vous pouvez faire ça avec vos gosses d'ailleurs, c'est assez marrant. Et les retours d'expérience qu'on a, c'est que souvent, c'est d'ailleurs les gosses qui arrivent le mieux, mais quand ils arrivent dans des boîtes, dans des entreprises de BTP, ou des ingénieurs structurels, des ingénieurs matériaux, des trucs comme ça, bref, des gens où on s'attend à ce qu'ils performent quand même, qu'ils arrivent à faire des structures, mais qu'ils arrivent à faire des gratte-ciel, mais ils vont bien réussir à faire une tour en spaghetti. Bon, en fait, ces profils-là, ce qu'ils vont faire, c'est donc pendant 4 minutes 30, ils vont prendre un papier, ils vont faire des schémas, ils vont mesurer le spaghetti, ils vont faire des structures, donc des pyramides avec des croisillons, parce qu'ils savent que quand on fait des tours, il faut faire des croisillons. Donc ils vont réfléchir, ils vont vraiment réfléchir à c'est quoi la meilleure solution. Et pendant les 30 dernières secondes, ils vont assembler leur truc, ils vont mettre le chamallow au-dessus, et là ça se casse la gueule, systématiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien être conscient que vous n'avez aucune foutue idée de comment se comporte un chamallow sur un spaghetti tant que vous n'avez pas posé un chamallow sur un spaghetti. C'est ça qu'il faut retenir de cet exercice. C'est que ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Pour y arriver, vous prenez 3 spaghettis, vous le plantez dans le chamallow, vous le posez sur la table, vous regardez ce qui se passe. Vous essayez de rajouter un étage, vous le posez sur la table, vous regardez ce qui se passe. Et donc voilà, en ingénierie logicielle, en fait, c'est pareil. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, sur des machins qui vont arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que quand ils vont vous arriver dessus, ils vont arriver d'une manière complètement différente dans laquelle vous avez imaginé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Enfin bref.
Moi, j'aime bien résumer ça par la phrase c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Parce que si vous anticipez les besoins, ah oui, donc il faut prévoir ça, il faut prévoir ça, il faut prévoir ça, donc vous allez over-engineerer votre design, vous allez faire des trucs inutiles, donc déjà des trucs inutiles dont il va falloir se traîner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à ce que le machin que peut-être un jour il va arriver, finisse par arriver. Et quand il arrivera, bah de toute façon, votre truc ne sera pas adapté, il y aura des trucs inutiles, et il y aura des trucs que vous avez oubliés. Donc lorsque vous prévoyez, lorsque vous concevez un peu votre architecture, ne vous posez pas la question de « est-ce que cela me permettra de quelque chose dans le futur ?» Posez-vous plutôt la question « est-ce que cela ne m'empêchera pas de faire ce qui va arriver dans le futur ?» Parce que si on se dit « est-ce que ça me permettra de ?» on est dans une démarche d'ajouter des choses superflues. Ah oui, il faut que je rajoute ça, ah oui, il faut que je rajoute ça, ah oui, il faut que je rajoute ça. Et c'est comme ça qu'on fait de l'overdesign. C'est comme ça qu'on fait des couches d'abstraction sur de l'abstraction sur de l'abstraction qui servent à rien. Mais si vous vous dites, est-ce que ça ne m'empêchera pas de, vous êtes au contraire dans une démarche de supprimer des choses superflues pour avoir la chose vraiment la plus petite possible, la plus simple possible, KISS, Keeping Simple Stupid, qui adresse que le besoin actuel sur lequel vous avez vraiment le plus de connaissances possible, sans adresser les trucs qui peut-être un jour arriveront, YAGNI, you aren't gonna need it. Et surtout, si vous gardez votre design simple, vous gardez un design qui est facilement refactorable. Parce que c'est ça en fait un bon design. Un bon design, c'est pas un design qui adresse tous les cas de figure. Un bon design, c'est un design qui est facile à faire évoluer. C'est un design qui est découplé, justement pour ne pas se tirer toute une pelote de modules dès qu'on veut changer une classe. Et donc, vu que le refactoring, c'est quelque chose qui arrivera de toute façon, bah, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre design. Et le refactoring, souvent, c'est vu un peu comme un aveu d'échec. Quand un développeur il doit refactorer son code, il se sent un peu coupable, il a un peu honte, ça veut dire que son code, il l'a pas bien fait dès le début. Alors que non, pas du tout. Son code, il l'a fait à une époque où il avait une certaine vision du problème, où il avait un certain besoin à résoudre. Là, maintenant, déjà, lui-même a évolué, il a appris des choses, il a appris des nouvelles manières, des nouveaux design patterns. Il y a des nouveaux outils aussi qui sont arrivés, et le besoin a changé. Donc le refactoring, c'est pas quelque chose de négatif. Le refactoring, ça devient quelque chose de négatif quand vous voulez faire du refactoring pour du refactoring. Parce que là aussi, quand on parle refactoring au product owner, il y a un peu tendance à faire cette tête-là quand même. Et moi aussi, je l'ai fait cette tête-là quand j'ai été product owner. Parce que quand vous avez un développeur ou un architecte ou quelqu'un de l'équipe de dev qui arrive en disant ce code, il faut le refactorer parce qu'il est sale, il faut le réécrire en propre, bah oui, mais c'est quoi le but? Bah comme ça, il sera plus clean. Oui, et alors? Bah il sera plus maintenable. Oui, et alors? Et en fait, il n'y a pas d'autre argument. Bah, ce que le mec il veut dire, c'est ce code, il me plaît pas, j'ai envie de le réécrire à ma manière. Et donc ça, par contre, ça n'a aucune valeur et c'est dangereux. Parce que réécrire un code, c'est du risque. Alors vous allez peut-être fixer des bugs, mais vous risquez d'introduire des régressions. Et comme on l'a vu avant, en fait, c'est plus grave d'introduire une régression que de fixer un nouveau bug. J'en étais où? Ensuite, le refactoring, donc il faut que ça soit quelque chose de motivé. Il faut qu'il y ait une plus-value à un refactoring. Il ne faut pas que ça soit du refact pour du refact. Si par exemple le refactoring il vise à supprimer toute une partie de code custom pour le remplacer par une lib externe, donc je parle de lib reconnue dans le milieu, fiable, je ne parle pas de la dernière lib à la mode, ça c'est une plus-value parce que du code qu'on supprime, c'est du code qu'on ne maintient pas. Du code qui n'existe pas, c'est du code qu'on ne maintient pas. Donc ça, en fait, tous les refactorings qui visent à supprimer une partie significative de code, une quantité significative de code, c'est bon à prendre. Des refactorings qui visent à accélérer les pipelines d'intégration, ça aussi c'est bon à prendre. Les pipelines sont plus courts, on peut intégrer plus vite, on peut livrer plus souvent. Refactoring qui consiste à implémenter une story, en fait tous ces refactorings-là, vous ne faites pas du refactoring en tant que soi, vous implémentez juste la story. Parce que implémenter une story, c'est pas simplement écrire le petit bout de code pour que la story marche. Implémenter une story, c'est faire évoluer le logiciel pour que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne, soit prise en compte, soit rajoutée. Lorsque vous faites venir un artisan pour repeindre votre salon, par exemple,
Le mec, s'il est un minimum sérieux, il va commencer par démonter les prises de courant, il va mettre des bâches au sol, il va mettre du scotch sur les encadrements de fenêtres. Déjà, rien de ça, ça va lui prendre la matinée. Là, vous n'allez pas débarquer en lui disant « Non, mais je ne te paye pas pour démonter les prises de courant, je te paye pour repeindre mon plafond. » Parce que ça, des peintres, il y en a hein, qui bossent comme ça, qui repeignent, qui ça tartine tout. Il y a de la peinture sur les prises, sur les ampoules, il y a des traces de peinture sur les fenêtres. Enfin bref, c'est ni fait ni à faire. Le développement logiciel, c'est pareil. Des fois, pour implémenter une story, il faut ouvrir un peu, mettre la story et refermer par-dessus pour que ça s'emboîte bien. Donc c'est pour ça qu'une story doit être motivée. Et c'est un peu ça le rôle de l'architecte aussi, d'une certaine manière, ou les personnes qui ont des compétences en architecture, c'est s'assurer qu'un refactoring ait un but, et un sens, et vraiment quelque chose de visible. Donc j'ai mentionné l'architecte, justement, on va voir un peu c'est quoi son rôle dans tout ça, l'architecte. Donc si on regarde un peu dans la littérature, si on prend le manifeste agile par exemple, manifeste agile, lui ce qu'il dit c'est que les meilleures architectures émergent d'équipes auto-organisées. Donc on a deux choses dans cette phrase. On a la notion que les meilleures architectures émergent, c'est-à-dire les meilleures architectures ne sont pas celles qu'on a planifiées, ce ne sont pas celles où on a passé énormément de temps à écrire des cahiers des charges, à faire des specs, à faire de l'UML, tout ça. Non, ce sont des architectures qui ont émergé d'elles-mêmes des besoins. Et on a la notion d'équipe. C'est-à-dire, elles émergent de l'équipe. Elles n'émergent pas d'un architecte, d'une entité qui est à côté de l'équipe de dev pour s'occuper du design. Non, elles émergent des développeurs. Si on regarde du côté du Scrum Guide, donc qui est forcément assez proche du manifeste agile, lui, ce qu'il dit, c'est que, en gros, l'équipe de dev possède les compétences nécessaires à la réalisation du produit. Ça veut dire que s'il y a un besoin de compétences en architecture, et il y a un besoin de compétences en architecture quand on fait du dev, elle est au sein de l'équipe de dev. Encore une fois, elle n'est pas à côté par un architecte qui réfléchit sur le design. Si on regarde du côté de LESS, j'aime beaucoup LESS comme framework d'agilité à l'échelle. Je trouve ça vraiment très simple et très efficace. Donc lui, ce qu'il dit, c'est les architectes astronautes, qu'on appelle aussi architectes tour d'ivoire des fois. Ça marche bien pour les grosses compagnies qui ont les moyens de s'offrir plein de personnes improductives. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est LESS qui le dit, hein, c'est pas moi. Si on regarde maintenant du côté de Safe. Safe, j'aime un peu moins. Et Safe, il a l'avantage d'avoir des petites boîtes pour tout le monde, donc forcément, il a des petites cases pour mettre les architectes dedans. Définit même 3 types d'architectes, je crois, Safe. Il y a l'architecte d'entreprise, l'architecte système et l'architecte logiciel, il me semble. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que si vous voulez avoir vraiment des personnes identifiées comme architectes qui prennent les décisions d'architecture, il faut vous assurer qu'elles aient suffisamment de bande passante. Parce que si vous voulez vous organiser de cette manière, et qu'au final, vous avez 3 équipes de dev qui sont bloquées pendant 2 sprints parce que l'architecte, il est sous l'eau, il n'a pas le temps d'adresser les demandes des équipes de dev, 3 équipes de dev pendant 2 sprints, au final, c'est quasiment le salaire d'un architecte pendant 1 an. Donc assurez-vous qu'il ait suffisamment de bande passante et qu'il soit suffisamment nombreux pour ne pas être bottleneck. Ensuite, un petit framework agile que je ne connaissais pas, qui n'est pas très connu et que j'ai découvert en préparant cette conf, qui s'appelle Discipline Agile. Lui, il a un concept intéressant qui est le concept de architecture owner. Donc l'idée, c'est que le architecture owner, un peu au même titre que le product owner, il maintient un backlog d'architecture. Donc il discute avec les développeurs, avec les parties prenantes, pour agréger un peu les besoins en design, en refact, en architecture qu'il y a, et avoir un backlog pour définir les priorités. Parce qu'on ne peut pas tout refactorer tout le temps, tout de suite, c'est pas possible, il faut définir des priorités. Et c'est un peu le rôle de cette personne. Et par contre, ce qui est important, c'est de noter que ce n'est pas une position hiérarchique. Ce n'est pas le chef des développeurs, au même titre que le PO, normalement, n'est pas le chef des développeurs. Et enfin, bien sûr, un grand classique, Clean Architecture de Robert Martin. Donc lui, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, c'est vraiment la Bible en architecture. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'un software architecte est un programmeur et continue d'être un programmeur. Et sous-entendu, un programmeur de prod.
C'est-à-dire c'est quelqu'un, il continue à fixer des bugs, il continue à implémenter des stories, il ne fait pas des protos dans son coin pour tester des designs, pour balancer ça à l'équipe de dev, non, il est dans l'équipe de dev, il se prend les murs, et pardonnez-moi l'expression, mais il mange son propre caca aussi, d'une certaine manière. S'il s'est planté dans son design, bah, il assume, il trouve des solutions, il regarde ce qui ne va pas, et il essaye d'améliorer ce qu'il a fait. Parce que s'il est à côté de l'équipe de dev, s'il doit attendre que l'équipe de dev lui remonte les problèmes, bah, ça fait téléphone arabe, et forcément, ça tourne en rond, ça avance pas. Donc s'il est vraiment dans l'équipe de dev, si c'est lui qui voit vraiment les problèmes de son propre design, bah, il sera plus à même de le faire évoluer. Et on rejoint encore la notion d'architecture évolutive. Donc on arrive à la fin de cette conférence, alors qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Donc, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la planification n'est pas nécessaire à l'émergence de systèmes complexes. Donc je ne dis pas que la planification ne marche pas du tout. Je dis qu'il y a d'autres manières de faire. Comme on l'a vu avec l'évolution naturelle, la nature, ça fait des millions, voire des milliards d'années qu'elle est sur une évolution continue, qu'elle n'est pas sur une évolution planifiée. Ce qu'on voit, c'est que pour qu'il y ait émergence de systèmes complexes, il faut qu'il y ait des tests. Les tests ne servent pas qu'à tracer les régressions, les bugs. Les tests ont vraiment une très forte valeur ajoutée pour l'architecture. Et enfin, le refactoring, ce n'est pas sale, mais il faut le justifier. Ça commence à rentrer dans les mœurs que le test fait partie du développement. On n'a pas une story pour le développement et une story pour le test. Le test et le développement sont intimement liés. C'est pareil pour le refactoring. Le refactoring fait partie du développement. On n'a pas des stories de refactoring qui arrivent de temps en temps, ça fait vraiment partie du développement. Mais là où il faut faire très attention, c'est que du refactoring pour du refactoring, ça ne sert à rien. Si le seul argument, c'est de rendre le code plus propre, ça veut dire quoi du code propre? Vous avez une métrique pour me dire si votre code est propre? On a des métriques, ok, de code coverage, de complexité cyclomatique, tout ça. Mais s'il y avait vraiment une métrique qui dit clairement si le code il est propre et qui fait l'unanimité, il y a longtemps qu'on l'aurait mise dans toutes les équipes, je pense. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je remercie aussi chaleureusement le staff de l'Agile Tour. Je pense qu'on ne se rend pas compte vraiment du travail et de l'implication qu'une journée comme celle-ci nécessite. Si vous voulez rester en contact, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Thibaut Andrieux. Vous pouvez aller jeter un œil aussi sur mon blog, Kissi Agni, qui parle un peu de plein de choses, d'agilité, de rétro, de gestion de backlog, d'architecture. En ce moment, je fais pas mal d'Unity 3D, donc je poste quelques articles sur l'Unity. Et si vous avez des problématiques de refact de logiciels legacy, vraiment de gros chantiers, ce qu'on appelle les gros chantiers, cette fois, les problématiques sont un peu différentes, l'approche est un peu différente des architectures continues. Je vous invite à aller voir le retour d'expérience que j'ai fait en 2021 à l'Agile Tour Bordeaux, qui s'intitule « Comment ne pas refactorer un kernel », que vous pouvez trouver assez facilement sur YouTube. Et donc maintenant, on a encore un peu de temps sur les questions. Et si vous n'osez pas lever la main en public, vous pouvez venir me parler après, il n'y a pas de souci. Merci. C'est bon, 1, 2, oui. Bonsoir Thomas, enchanté. J'avais une question parce que tu disais que tu avais été architecte et que tu disais à la fin par rapport au manifeste agile que justement ça devait venir des développeurs, justement la proposition d'une nouvelle architecture. Du coup, quand toi tu as été officiellement architecte, est-ce que tu es côté des développeurs ou pas? Oui, j'étais côté des développeurs. En fait, j'ai été architecte parce que fallait mettre un peu des gens dans des cases. J'étais déjà lead dev de cette équipe, donc boum, on m'a mis l'étiquette architecte. Mais voilà, je suis toujours resté vraiment au sein des développeurs, par contre. Ok, merci. Merci pour la conférence. Du coup, on a parlé test, refactoring, c'était très orienté donc sur la qualité, on va dire, logicielle. Et juste comme ça, qu'est-ce que tu penses allez, microservices, est-ce que tu as déjà rentré dans un peu ces débats-là avec l'équipe sur la structure un peu, comment on déploie le logiciel et autres? J'ai fait un peu de microservices. J'ai eu plusieurs retours d'expérience microservices, y compris moi quand j'étais sur le projet. C'est microservices, il ne faut pas se lancer tête baissée dans du microservice. Il faut mieux commencer par un monolithe. Et quand on voit des parties qui peuvent être splittées dans un service à part, les splitter. Mais si on commence tête baissée par des microservices, on se retrouve avec des services dans tous les sens. Et en fait, on ne fait pas du microservice, on fait juste un monolithe qui est dispatché dans plusieurs services.
Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est si vous avez une logique de service qui tient dans 50 lignes de code, mettez 50 lignes à plat dans un main. Allez pas faire des data access layers, des entities, des machins, des swaggers, des bidules. Vous faites un endpoint, votre code à plat dedans, et puis voilà. Il sera bien temps de le splitter en modules quand il grossira, votre code. Commencez simple. Merci. Merci pour la conférence aussi. Moi, j'avais plutôt une question par rapport à l'uniformisation des pratiques au sein d'un SI. Si par exemple tu vas avoir un tas de différents services, de différentes API, de différents projets au sein de ton SI, est-ce que c'est plus intéressant d'après toi d'uniformiser les pratiques mais qui du coup vont amener une architecture plutôt plus complexe sur des projets assez simples ou vraiment de respecter une architecture qui convient à chaque projet? J'ai cité le manifeste agile. Les meilleures architectures émergent d'équipes auto-organisées. Donc mettez-vous d'accord sur les interfaces de communication. Ça, il y a forcément des contraintes pour qu'on puisse communiquer les uns avec les autres. J'ai souvent l'image de prise. Vous avez une prise de courant, allez pas faire une prise à la japonaise, une prise à l'européenne, une prise à l'américaine. Mettez-vous d'accord sur les prises pour brancher les câbles. Par contre, ce qu'il y a derrière la prise, laissez l'équipe se débrouiller. Si elle veut faire du service Python avec Flask, que l'équipe d'à côté veut faire du .NET et que la troisième équipe veut faire du Node.js, tant que les points d'entrée peuvent communiquer ensemble, laissez les équipes s'organiser. Merci. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci.